Le village forestier de Ridgeway était exactement comme qu'Hélène Voss s'en souvenait. Des bâtiments délabrés bordaient une rue principale qui avait connu des jours meilleurs. Des pick-up garés à des angles bizarres et une odeur de sueur flottant dans l'air comme un brouillard permanent. Il gara sa Ford F-150 noire jusqu'au trottoir devant la maison de son frère. Une modeste maison à 2 étages à la peinture blanche écaillée et au porche affaissé d'un côté. « Papa, pourquoi oncle Silas habite ici ?» demanda Mila depuis son siège auto, pressant son petit visage contre la vitre. À 4 ans, elle avait pris l'habitude de poser des questions qui allaient droit au but. « Parce que c'est ici que se trouve son travail. » Mon cœur, qu'Hélène détacha sa ceinture de sécurité et observa la maison. Quelque chose tomba, mais il ne parvint pas à déterminer quoi. C'était peut-être à cause des rideaux tirés en plein milieu de la journée, ou de l'aspect trop parfait du jardin, comme si quelqu'un avait déployé des efforts considérables pour que rien ne paraisse déplacé. Il souleva Mila de son siège et posa ses pieds sur le trottoir fissuré. Elle lui prit aussitôt la main, ses doigts petits et chauds contre sa paume calleuse. Le trajet depuis Eugène avait duré 3 heures. 3 heures à écouter de la musique pour enfants et à répondre à d'innombrables questions sur la raison pour laquelle les arbres étaient verts et si les nuages avaient des sentiments. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il n'atteigne les marches du porche. Silas en sortit, le visage éclairé d'un large sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. À 40 ans, le frère aîné de qu'Hélène avait toujours été l'homme le plus imposant. Des épaules plus larges, des bras plus épais, une présence qui emplissait les embrasures. Mais maintenant, il paraissait plus petit, usé par quelque chose que qu'Hélène ne parvenait pas à identifier. « Qu'Hélène, tu as réussi. » Silas le serra dans ses bras, une étreinte nue qui lui parut forcée. « Et regarde cette petite princesse. » Mila se cacha derrière la jambe de qu'Hélène, soudain timide. Elle n'avait rencontré son oncle que 2 fois auparavant, et les 2 fois, c'était de brèves visites, lorsque Silas était venu à Eugène pour les préparatifs des funérailles de leur père. « Salut, grand frère. » Qu'Hélène observa le visage de Silas. Des cernes sous les yeux, une énergie nerveuse dans la façon dont il se balançait constamment d'un pied sur l'autre. « Tu as l'air fatigué. C'est juste la saison chargée au moulin. Tu sais comment c'est. » Silu se frotta la nuque. « Viens à l'intérieur. » Marissa avait préparé le déjeuner. L'intérieur de la maison surprit qu'Hélène. Lorsque Silas avait épousé Marissa 3 ans plus tôt, l'endroit était une garçonnière, avec des meubles dépareillés, des bouteilles de bière vides partout, des vêtements étalés sur les chaises. Maintenant, on aurait dit un livre de magazine. Des tapis persans couvraient le parquet, des œuvres d'art accrochées à des angles précis sur les murs fraîchement peints, et chaque chose avait sa place. Marissa apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. À 36 ans, elle conservait de magnifiques cheveux auburn qui reflétaient la lumière, des yeux verts qui semblaient tout cataloguer, un sourire qui révélait des dents parfaites. Elle portait une robe d'été bleue qui coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des habitants de Ridgeway gagnaient en une semaine. « Qu'Hélène, ravie de te revoir. » Elle s'avança avec une grâce d'habitude, tendant sa joue pour un baiser que qu'Hélène remarqua à peine. « Et Mila, tu as tellement grandi depuis Noël. » Mila se serra plus fort contre la jambe de qu'Hélène. Les enfants ont un instinct que les adultes ignorent souvent. Sa fille ne s'était jamais sentie proche de Marissa, même lorsqu'on lui offrait des cadeaux coûteux et des attentions trop douces. « Merci de nous avoir reçus, » dit qu'Hélène, mais ses mots sonnèrent creux. Il était venu à Ridgeway parce que Silas l'avait appelé 3 fois la semaine précédente, chaque fois plus tendu, prétextant qu'il avait besoin de parler de quelque chose d'important. Mais maintenant, debout dans ce salon parfaitement agencé, son frère semblait impatient de discuter de tout, sauf de la raison pour laquelle il avait insisté pour que qu'Hélène vienne. « Le déjeuner est presque prêt », annonça Marissa. « J'ai fait des sandwichs au poulet et à la salade et cette soupe que tu adorais, Silas, celle aux légumes. » Qu'Hélène observa la réaction de son frère. Silas hocha la tête et sourit, mais ses mains se crispaient et se desserraient le long de son corps. En Afghanistan, qu'Hélène avait appris à déchiffrer le langage corporel comme une technique de survie. La peur avait une posture spécifique. La culpabilité une autre. Silu affichait les deux. Ça sent bon. Qu'Hélène mentit. Il sentait la soupe, mais en dessous se cachait autre chose, quelque chose d'humide et de rassis, comme du linge trop longtemps dans une machine à laver. Ils s'installèrent dans le salon, maman par terre avec un cahier de coloriage que Marissa avait fabriqué quelque part. Le tapis persan était épais et orné, visiblement cher. Qu'Hélène se souvenait de l'époque où Silas pouvait à peine s'offrir de la moquette au magasin discount de la ville.
Alors, comment va le secteur de la fabrication, demanda Silas, d'une voix trop forte pour l'étroite pièce. Bien. Un travail stable. Début d'un nouveau contrat avec la ville pour des équipements de parc. Kellen resta bref. Quelque chose dans cette visite semblait répéter, comme si Silas et Marissa avaient répété leur rôle à l'avance. C'est merveilleux, dit Marissa. C'est tellement important de nouer des relations avec les clients municipaux. Une source de revenus très stable. Kellen haussa un sourcil. Depuis quand Marissa connaissait-elle les recettes municipales? Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, elle travaillait à temps partiel dans un magasin d'artisanat et vivait avec 2 colocataires dans un appartement exigu. En parlant de relations, dit Silas en s'éclaircissant la gorge. Comment ça se passe entre toi et les rendez-vous? Quelqu'un de spécial? Pas intéressé. Le ton de Kellen coupa court à la conversation. Son divorce avec Rebecca était prononcé depuis 8 mois, et il n'avait aucune envie de parler de sa vie privée à qui que ce soit, surtout pas à Marissa. Mila leva les yeux de son cahier de coloriage, des crayons éparpillés dans ses petites mains. Elle observa la pièce avec l'attention intense que les enfants apportent à un nouvel environnement, capturant des détails que les adultes oublient. Cette maison est différente, annonça T.L. Une maison différente, ma chérie. Demanda Kellen. Le son était différent en dessous. Le rire de Marissa fut trop rapide, vif et lumineux. En dessous? Que veux-tu dire, ma chérie? Mila pencha la tête, écoutant quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. Comme quand on pose son oreille. Combinaison orange, son visage marqué de bleu-violet et d'un bandage sur son œil gauche. Il était assis en face de Kellen dans la salle des visiteurs, séparés par du verre renforcé et reliés par un téléphone qui transmettait leur voix. Merci d'être venu, dit Silas, sa voix étouffée par les lèvres gonflées. Qu'est-ce que tu veux? S'excuser pour essayer de te faire comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Tu as fait ton choix. Silu hocha la tête, les larmes commençant à couler. Je sais que je ne peux pas le reprendre, mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu blesser Liam. J'ai pensé, Dieu, aide-moi. Je pensais que Marissa l'aimait. Elle aimait l'argent qu'il représentait. Je le sais maintenant. Je sais beaucoup de choses maintenant. Silas s'essuya le nez du revers de la main. Les autres détenus savent ce que j'ai fait. Ça se sait, ici. Ils n'aiment pas les pédophiles. Bien. Je le mérite. Je mérite tout ça. Silu se pencha en avant, pressant sa main contre la vitre. Mais j'ai une question à te poser. Quand je sortirai, quand tout sera fini, me laisseras-tu le voir une seule fois pour m'excuser? Kellen fixa son frère un long moment. Non, s'il te plaît. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais toi, tu n'en as pas le droit. Et je ne peux pas t'empêcher de contacter Liam à ta sortie, mais je peux te promettre que si jamais tu t'approches de lui ou de sa mère, je finirai ce que ces détenus ont commencé. Le visage de Silu se décomposa. Tu me détestes vraiment à ce point. Je ne ressens rien du tout pour toi. C'est pire que de la haine. Se levant, Kellen s'apprêta à partir. Il avait accordé à Silas plus de temps qu'il ne le méritait. Kellen, attends. Silas, la voix était désespérée. Nous sommes frères. Nous sommes une famille. Cela doit compter pour quelque chose. La famille se protège mutuellement. La famille privilégie la loyauté à la commodité. La famille ne change pas les enfants au sous-sol. Kellen décrocha le téléphone une dernière fois. Tu as cessé d'être mon frère le jour où tu as mis ce cadenas sur les chaînes de Liam. Il raccrocha et s'éloigna sans se retourner 2 mois après l'arrestation de Marissa. Kellen se tenait dans son jardin à Eugène, regardant Mila et Liam se courir après autour de la balançoire qu'il avait installée le week-end précédent. Liam passait l'été chez lui pendant que Jennifer travaillait à reconstruire sa vie. Et le garçon s'épanouissait dans cet environnement stable. Embauche, oncle Kellen, appela Mila depuis la balançoire. Pousse-moi plus haut. Kellen la poussa doucement une autre fois, puis regarda sa montre. Jennifer arriverait bientôt chercher Liam pour leur séance de thérapie hebdomadaire. Et puis tous les 3 prévoyaient de se rendre sur la côte pour un week-end de camping. À quelle hauteur peux-tu te balancer? Demanda Liam en s'asseyant à côté de maman. À la lune, déclara-t-elle. Papa, parle de la lune à Liam. Tandis que Kellen poussait les 2 enfants, il se surprit à penser aux secondes chances. Liam en avait une,
entouré de gens qui ne le laisseraient plus jamais souffrir. Jennifer en avait une aussi. Elle reconstruisait sa relation avec son fils et planifiait leur avenir ensemble. Mais certaines personnes ne méritaient pas de seconde chance. Certaines trahisons étaient trop profondes. Certains choix trop néfastes pour être pardonnés. Papa, dit Mila tandis que sa balançoire ralentissait jusqu'à s'arrêter. Tu crois que le garçon est heureux maintenant? La chérie de quel garçon? Celle qui pleurait chez l'oncle Silas. Kellen regarda Liam, qui souriait en sautant de sa balançoire et en courant vers la maison. Le garçon qui pleurait était bel et bien heureux maintenant. En sécurité, aimé et libre. Oui, mon bébé. Il est très heureux. Bien. Mila hocha la tête avec satisfaction. Je ne veux plus que quiconque pleure. Alors que la voiture de Jennifer s'engageait dans l'allée, Kellen souleva Mila de sa balançoire et appela Liam. Pour rassembler ses affaires. Le garçon courut vers lui, les bras grands ouverts, et Kellen le serra dans ses bras. À dimanche, mon pote. À dimanche, oncle Kellen. Merci de m'avoir sauvé. Tu t'es sauvé toi-même. Tu as eu le courage de demander de l'aide. L'intelligence de continuer à te battre. Je viens d'ouvrir la porte. Alors qu'il s'éloignait, Kellen ressentit un sentiment d'accomplissement qui lui manquait depuis des mois. La justice avait été rendue. Son neveu était sain et sauf. Et sa fille apprenait que parfois les adultes font ce qu'il faut, même dans les moments difficiles. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. Ici Silu. Parle-moi. J'ai besoin de ma famille. Kellen effaça le message sans répondre, puis bloqua le numéro. Certains ponts autrefois brûlés ne pourraient jamais être reconstruits, à en juger par le lointain. Le tonnerre grondait dans les montagnes, annonçant la pluie pour le soir. Kellen ramassa les jouets éparpillés de maman et se dirigea vers l'intérieur où la chaleur et la lumière les attendaient tous les deux. Le garçon ne pleurait plus, et il ne pleurerait plus jamais. Par terre à la maison et qu'on entend le bruit des tuyaux d'eau. Mais là, c'est différent. On aurait dit qu'elle marquait une pause, son petit visage sérieux. Comme quoi, demanda Kellen comme si elle pleurait. Le silence qui suivit l'observation de Mila dura plusieurs battements de cœur. Kellen observa attentivement le visage de Marissa, remarquant que son sourire ne faiblissait pas, mais ses jointures blanchirent là où elle serrait sa tasse de café. Les enfants ont une imagination débordante, dit Marissa d'une voix qui conservait sa chaleur habituelle. Les vieilles maisons font toutes sortes de bruits. Des bruits de tassement, vous savez, des fondations qui bougent. Silu hocha la tête avec trop d'enthousiasme. Oui, cet endroit grince et grogne toute la nuit. Ça me rend folle parfois. Mais Mila n'avait pas fini. Elle posa ses crayons et colla son oreille contre le tapis perçant, son petit corps immobile, écoutant. Au bout d'un moment, elle se redressa, les yeux écarquillés. Papa, c'est qui ce garçon qui pleure au sous-sol? La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Kellen sentit ses muscles se tendre, ce même automatisme qui l'avait maintenu en vie pendant 3 missions à l'étranger. Le danger avait une odeur particulière, un silence particulier qui précédait la violence, si bien que le rire de Marissa, cette fois, sonna comme du verre brisé. Oh, ma chérie, il n'y a pas de sous-sol ici. Cette maison n'a pas de sous-sol. Juste un vide sanitaire pour les tuyaux et l'électricité. Kellen étudia son visage. Le rire était venu trop vite, et son regard se détournait de Mila lorsqu'elle parlait. Lors des interrogatoires, il avait appris que les menteurs avaient souvent du mal à maintenir un contact visuel avec les enfants. Quelque chose dans leur innocence rendait la tromperie plus difficile. Mais je ne l'entends pas, insista Mila. Il est triste. Il veut sa maman. Mila, dit doucement Kellen. Pourquoi ne coloris-tu pas cette fleur en violet? J'aime les fleurs violettes. Sa fille prit un crayon, mais elle ne cessait de regarder le sol sous le tapis. Kellen nota mentalement son comportement. Maman a toujours été sensible aux choses que les autres ne remarquent pas, les sons, les émotions, la tension subtile qui emplissait les pièces lorsque les adultes étaient contrariés. Les enfants, dit Silas avec une légèreté forcée. Tu te souviens quand tu croyais entendre des monstres dans les murs chez papa? Kellen s'en souvenait, mais il se souvenait aussi d'avoir 8 ans et d'avoir découvert que les monstres étaient en fait des souris qui avaient fait leur nid dans l'isolation. Les enfants entendaient souvent des choses que les adultes ignoraient. Je devrais aller voir si on mange bien, annonça Marissa en se levant brusquement. Kellen, veux-tu?
ça te dirait de m'aider en cuisine? Je veux en savoir plus sur ton entreprise. Ce n'était pas une demande. Kellen jeta un coup d'œil à Silas, qui avait tourné son attention vers le livre de coloriage de Mela avec une fascination soudaine. Les mains de son frère tremblaient légèrement lorsqu'il désigna différentes couleurs de crayons. Bien sûr. Kellen suivit Marissa dans la cuisine, remarquant comment elle fermait la porte derrière eux. La cuisine était assortie au reste de la maison. Électroménager moderne, plan de travail en granit, tout impeccable et rangé avec une précision digne d'un magazine. C'est une enfant très imaginative, dit Marissa en ouvrant le réfrigérateur et en sortant les ingrédients d'un geste vif et efficace. C'est merveilleux. Vraiment? Quelle créativité! Mila n'invente pas d'habitude. Le couteau de Marissa s'arrêta un instant pendant qu'elle coupait des tomates. Oh, je suis sûr qu'elle croit ce qu'elle entend, mais dans les vieilles maisons, vous savez, l'acoustique peut être étrange. Les bruits des voisins, de la circulation, même du système de chauffage, peuvent sembler venir d'ailleurs. Kellen s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. C'est le printemps. Le chauffage ne fonctionne plus. Enfin, non, mais il y a d'autres explications. Des tuyaux qui se tassent, du bois qui se dilate et se contracte, et même de petits animaux qui auraient pu s'infiltrer dans les murs. La voix de Marissa restait ferme, mais elle ne quittait pas son travail des yeux. Le fait est qu'il n'y a absolument pas de sous-sol. Cette maison était construite sur des fondations en dalles. Par la fenêtre de la cuisine, Kellen pouvait voir le jardin, une terrasse en bois, des parterres de fleurs et ce qui semblait être de la terre fraîchement retournée dans un coin. La terre y était plus sombre, comme si quelqu'un avait creusé. Joli jardin, dit-il. Merci. J'ai travaillé à l'aménagement paysager, pour le rendre plus accueillant. On dirait que vous avez déplacé de la terre. Les jointures de Marissa blanchirent autour du manche du couteau. Je viens de planter des bulbes pour le printemps prochain. Des tulipes et des jonquilles. Il faut qu'ils y aillent tôt. Kellen hocha la tête, éliminant une autre incohérence. On était en mai. Les bulbes de tulipes et de jonquilles étaient plantés en automne, pas au printemps. Du salon parvint la voix de maman, claire et bavarde tandis qu'elle montrait ses couleurs à Silu. Mais sous ces mots, Kellen entendit autre chose, un son si faible qu'il faillit le manquer. Un coup sourd, rythmé et lointain, comme quelqu'un qui tape sur du bois. Marissa l'entendit aussi. Son couteau glissa et elle prit une inspiration brusque lorsqu'une fine ligne de sang apparut sur son doigt. Zut, marmonna-t-elle en se précipitant vers l'évier. Ça va? Juste une petite coupure. Je vais bien. Elle enroula une serviette en papier autour de son doigt, mais Kellen voyait le sang suinter. Pourrais-tu me passer cette trousse de premier secours dans un tiroir près de la cuisinière? En ouvrant le tiroir, Kellen fit l'inventaire de son contenu. Pansement, crème antiseptique, gaz, et, accroché à un petit crochet à l'arrière, une clé en laiton, à l'ancienne, du genre à ouvrir les cadenas ou les portes anciennes. Tiens. Il lui tendit la trousse de premier secours, mais son regard s'attarda sur la clé. Merci. Marissa enveloppa rapidement son doigt, puis se mit à préparer des sandwichs avec une concentration renouvelée. Vous savez, Silu a été très stressé ces derniers temps. Pression professionnelle, soucis familiaux. Parfois, j'ai l'impression qu'il voit des problèmes là où il n'y en a pas. Quel genre de soucis familiaux? La main de Marissa s'immobilisa. Oh, juste comme d'habitude. Argent, responsabilité. Vous savez comment c'est. Mais Kellen ne savait pas ce que c'était. Silas n'avait jamais mentionné de problème financier, et la maison ne laissait certainement pas présager de problème d'argent. Au contraire, son frère semblait vivre bien au-dessus de ce que le salaire d'un ouvrier d'usine devrait lui permettre. Le bruit sourd retentit de nouveau, plus faible cette fois, mais indubitable. Marissa laissa tomber un morceau de laitue et se pencha pour le ramasser, d'un geste vif et nerveux. Je pense que j'irai aux toilettes avant le déjeuner, dit Kellen. Bien sûr. Au bout du couloir, deuxième porte à droite. Mais Kellen ne se dirigea pas vers la salle de bain. Il s'avança dans le couloir et examina le sol. Le tapis perçant du salon s'étendait en partie dans le couloir, mais il pouvait clairement distinguer le parquet. Un beau bois, récemment refait, à l'exception d'une partie près du mur où les planches n'étaient pas tout à fait alignées. Il s'agenouilla et passa ses doigts le long du joint. Le bois était légèrement surélevé, comme s'il cachait quelque chose en dessous.
Un examen plus attentif révéla ce qui aurait pu être des charnières recouvertes de peinture, mais encore visibles si quelqu'un savait quoi chercher. Constatant que tout était en ordre, la voix de Marissa résonna juste derrière lui. Kellen se leva, le geste décontracté mais prêt. Admirant simplement le parquet. Magnifique travail. Les avez-vous refaits vous-même? Ils ont été faits par un professionnel l'année dernière. L'investissement en valait la peine. Le sourire de Marissa resta intact, mais son regard était froid. La salle de bain était juste là. Alors que Kellen s'y dirigeait, il entendit les talons de Marissa claquer vers la cuisine. Le bruit était rapide, pressant, et en dessous, si faible qu'il avait du mal à entendre, résonna un nouveau battement rythmique. Quelqu'un était certainement en bas, et il essayait de sortir. Kell déverrouilla la porte de la salle de bain et ouvrit le robinet pour masquer le bruit. Son esprit passa en revue les possibilités, aucune n'étant bonne. La clé dans le tiroir de la cuisine, les lames de parquet mal alignées. L'insistance de Mila à entendre des pleurs indiquait quelque chose que Marissa et Silas cherchaient désespérément à cacher. Mais il attendit 5 minutes, le temps de s'établir dans la salle de bain, puis tira la chasse d'eau et fit couler de l'eau. Lorsqu'il émergea, il entendit des voix dans la cuisine. Marissa parlait à voix basse et pressante, et Silu répondait par ce qui ressemblait à de faibles protestations. Le salon était vide. Mila avait laissé son cahier de coloriage ouvert sur une page ornée d'une fleur violette, comme il l'avait suggéré, mais elle était introuvable. Mila, appela-t-il d'une voix décontractée. Par ici, papa. Sa voix provenait du jardin. Par la fenêtre, il la vit sur la terrasse avec Silu, qui désignait différents oiseaux à une mangeoire. La posture de son frère semblait forcée, comme s'il suivait un script. Kellen se dirigea rapidement vers le couloir. Le tapis persan était légèrement tendu. Un coin se souleva juste assez pour révéler la couture qu'il avait remarquée plus tôt. Il tira le tapis plus loin et trouva ce qu'il cherchait. Un traport, presque invisible grâce à un savoir-faire artisanal, mais bien là. Le bruit sourd se fit plus clair. 3 coups brefs, une pause, puis 3 autres. Quelqu'un utilisait un code pour communiquer. La clé en laiton du tiroir de la cuisine s'adaptait parfaitement au petit cadenas. Kellen la tourna lentement, grimaçant au léger clic lorsque le verrou se déverrouilla. La trappe s'ouvrit sur des gonds bien huilés, révélant des marches en bois descendant dans l'obscurité. L'odeur le frappa immédiatement, terre humide, corps sale, et sous tout cela, l'odeur âcre de la peur. Il sortit son téléphone et alluma la lampe torche, puis descendit les marches aussi silencieusement que possible. Le sous-sol était plus grand que la surface au sol de la maison ne l'aurait permis, s'étendant sous ce qui devait être la propriété du voisin. Mur de béton brut, sol en terre battue. Dans le coin le plus éloigné, à peine éclairé par la lumière de son téléphone, une silhouette était recroquevillée contre le mur. Kellen s'approcha, son entraînement militaire le faisant marcher silencieusement. Lorsque la lumière tomba sur la silhouette, son sang se transforma en. Je vois que c'était un garçon, peut-être 12 ou 13 ans, avec des cheveux noirs qui pendaient en mèches sales autour d'un visage pâle et maigre. Ses vêtements étaient déchirés et sales, et autour de sa cheville gauche était attachée une lourde chaîne reliée à un boulon enfoncé profondément dans le mur de béton. Lorsque le garçon releva les yeux, le monde de Kellen bascula, il connaissait ce visage. Ses yeux étaient du même brun profond que ceux de Silu. Son nez avait la même légère courbure due à une vieille fracture, et la mâchoire obstinée était un pur héritage génétique veau. La voix de Liam Kellen résonna comme un murmure. Les yeux du garçon s'écarquillèrent. Oncle Kellen, c'est bien toi? Liam Voss, le fils de Silu, né de son premier mariage. Le garçon qui avait disparu 8 mois plus tôt alors qu'il rentrait de l'école à pied. La police avait enquêté pendant des semaines, interrogeant camarades de classe et professeurs, fouillant les bois environnants, suivant toutes les pistes possibles. Finalement, ils avaient conclu que Liam avait probablement fugué, malgré l'insistance de sa mère qui lui disait qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Kellen avait participé aux recherches, aidé à distribuer des tracts avec la photo de Liam, vu son frère s'effondrer lors d'interviews télévisées où il implorait le retour de son fils sain et sauf. Tout cela pendant que le garçon était enchaîné dans sa propre cave. Bon sang, Liam, es-tu blessé? Kellen s'agenouilla près de son neveu, examinant la chaîne autour de sa cheville. Le métal avait irrité la peau, et le poignet de Liam portait ce qui ressemblait à des brûlures de cordes. Je vais bien. Effrayé, mais ça va. La voix de Liam était rauque, comme s'il ne l'avait pas beaucoup utilisée ces derniers temps. Elle m'apporte à manger et à boire.
Elle dit que je dois me taire, sinon il va arriver quelque chose de mal à maman. Mais Kellen connaissait déjà la réponse. Marissa, elle disait que maman ne voulait plus de moi. Qu'elle allait m'envoyer vivre avec des inconnus. Qu'elle disait que c'était le seul moyen de me protéger jusqu'à ce qu'elle me trouve une meilleure famille. Kellen sentait la rage monter dans sa poitrine. Brûlante et pure. Marissa avait kidnappé son neveu, l'avait enchaîné comme un animal et l'avait convaincu que c'était pour son bien. Pendant ce temps, elle et Silas avaient joué les parents en deuil, acceptant la sympathie et les dons de la communauté. Liam, écoute-moi. Ta mère n'a jamais cessé de te chercher. Elle t'aime plus que tout au monde. Cette femme t'a menti. Des larmes ont commencé à couler sur le visage du garçon. Je le savais. Je savais que maman ne m'abandonnerait pas. Mais Marissa a dit qu'elle m'avait montré des papiers. Sam les avait signés. De faux papiers, tout le monde les regardait. Kellen examina la chaîne de plus près. Elle était fermée par un autre cadenas, mais le verrou dans le mur semblait plus récent que le reste du sous-sol. Avec les bons outils, on pourrait l'enlever. Des pas craquèrent sur le sol au-dessus d'eux. La voix de Marissa descendit, l'appelant avec une douceur artificielle. « Je dois remonter », murmura Kellen. « Mais je vais te sortir d'ici. Promis. Peux-tu rester silencieux encore un peu ?» Liam hocha la tête en s'essuyant le nez du revers de la main. « Fais attention, oncle Kellen. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle se met en colère quand on ne fait pas ce qu'elle veut. » Tandis que Kellen montait les escaliers, son esprit examinait déjà les possibilités. Il ne pouvait pas simplement attraper Liam et s'enfuir sans connaître l'ampleur de ce qui se passait. Marissa avait visiblement une emprise sur Silu, et d'autres personnes étaient peut-être impliquées. Il avait besoin d'informations avant d'agir. La trappe se referma avec un léger clic, et Kellen remit le cadenas en place et remit le tapis en place. Lorsqu'il se retourna, Marissa se tenait au bout du couloir, les bras croisés et les yeux verts froids comme l'hiver. « Tu n'aurais pas dû descendre là-bas, dit-elle. » Kellen se tenait dans le couloir, fixant Marissa. Ses mots restèrent suspendus entre eux comme une arme chargée. Aucun des deux ne bougea pendant plusieurs secondes, chacun évaluant l'autre. « Je ne sais pas ce que tu crois avoir vu là-bas, » continua Marissa d'une voix ferme, mais le regard perçant comme du verre brisé. « Mais je pense qu'il faut qu'on ait une conversation. » « Je pense que oui. » Le ton de Kellen ne trahissait rien. En Afghanistan, il avait appris à refouler ses émotions face à l'ennemi. Ne rien montrer. Ne rien donner. Attendre le bon moment pour frapper. Ils retournèrent au salon en silence. Silas et Milo étaient toujours sur la terrasse, son rire éclatant traversant les portes vitrées tandis qu'elle poursuivait un papillon autour de la rambarde. Son frère ne cessait de jeter des regards vers la maison, le visage crispé par l'inquiétude. Marissa s'installa sur le canapé et lissa sa robe d'été, chaque mouvement calculé. « Assieds-toi, Kellen, s'il te plaît. » Il resta debout, se positionnant entre elle et le couloir. Si elle essayait de courir, elle devrait le traverser. Ce garçon au sous-sol, commença-t-elle, sa voix prenant le ton de quelqu'un expliquant quelque chose à un enfant. Il s'appelle Liam. C'est le fils de Silu, issu de son précédent mariage. Je sais qui il est. Alors tu sais que sa mère est une femme instable. Problème de drogue, relations abusives, incapacité totale à offrir un environnement sûr à un enfant. Marissa resta les mains jointes sur ses genoux. Mais Kellen remarqua que ses jointures étaient blanches. Liam était en réel danger en vivant avec elle. Alors vous l'avez kidnappé. Je l'ai sauvé. Les mots furent brusques. Puis elle sembla se reprendre et adoucir son ton. Sa mère prévoyait de le vendre pour payer ses dettes de drogue. Des hommes arrivaient à la maison, proférant des menaces. Liam appela Silu, terrifié, implorant de l'aide. Kellen observa son visage tandis qu'elle parlait. Chaque mot était prononcé avec une conviction absolue, mais il avait vu suffisamment d'interrogatoires pour reconnaître une histoire déjà répétée. Les détails étaient trop précis, la chronologie trop commode. Où est sa mère maintenant? Dans un centre de désintoxication à Portland. Ordonnance du tribunal après sa dernière arrestation. Marissa attrapa un dossier sur la table basse et en sortit plusieurs documents apparemment officiels. Tout est documenté. Les services sociaux de l'enfance étaient impliqués. Nous avons suivi toutes les procédures. Kellen jeta un coup d'œil au papier sans les toucher. Il semblait authentique,
mais les documents pourraient être forgés. Plus important encore, ils n'ont pas expliqué pourquoi Liam était enchaîné dans un sous-sol au lieu de vivre à l'étage, comme un membre de la famille. Pourquoi ces chaînes? Marissa perdit contenance l'espace d'un instant. Liam a subi un traumatisme. Il essaie parfois de retourner chez sa mère, même en sachant combien c'est dangereux pour lui. La retenue est temporaire, le temps qu'il s'adapte à sa nouvelle situation. Excusez-moi, dis-je. Kellen s'approcha, utilisant sa taille pour faire pression. Ce garçon a disparu depuis 8 mois. Toute la ville le recherchait. La police a enquêté pendant des semaines. Vous me dites que vous aviez la garde légale pendant tout ce temps et que vous n'en avez parlé à personne. La situation est compliquée. Vous avez kidnappé un enfant et convaincu mon frère de vous suivre. La voix de Kellen resta calme, mais la chaleur montait derrière ses paroles. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi. La porte coulissante s'ouvrit et Silas entra. La main de maman dans la sienne. Son visage était pâle et la sueur perlait sur son front malgré la fraîcheur. L'air printanier. Tout va bien ici? Demanda Silas. Mais son regard refusait de croiser qu'elle. Ta femme était en train d'expliquer pourquoi ton fils est enchaîné au sous-sol comme un animal. Silas tressaillit comme s'il avait reçu une gifle. Kellen, ce n'est pas ce que tu crois. On essaie de l'aider en le retenant prisonnier. Il n'est pas prisonnier. Les mots jaillirent de Silas avec une force désespérée. Il est en sécurité. Il est nourri. Il a des livres à lire, des vêtements propres. Sais-tu comment était sa vie avant? Sais-tu ce que sa mère lui a fait subir? Mila leva les yeux vers les adultes avec de grands yeux, sentant la tension mais n'en comprenant pas la source. Kellen s'agenouilla à sa hauteur. Chérie, pourquoi n'irais-tu pas colorier dans la cuisine quelques minutes? Je vais te chercher du jus. Oncle Silas est fou? Murmura-t-elle. Non, mon chou. On parle juste de choses d'adultes. Vas-y. Après que Mila eut disparu dans la cuisine, Kellen se tourna vers son frère. Dis-moi. La vérité, Silas. Toute. Silas s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes. Sa mère allait le donner. Pas à une agence d'adoption, mais à des gens qui voulaient faire du mal aux enfants. Elle devait de l'argent et Liam allait être le paiement. Comment le sais-tu? Parce qu'elle me l'a dit. Marissa a répondu avant que Silas puisse parler. Elle a appelé ici un soir, ivre, en pleurant à propos de ce qu'elle allait devoir faire. On ne pouvait pas laisser ça arriver. Alors, tu as appelé la police. On a essayé. La voix de Silu était à peine plus forte qu'un murmure, mais elle a tout nié le lendemain. Elle a dit qu'elle plaisantait, qu'elle ne ferait jamais de mal à Liam. La police a dit qu'il ne pouvait rien faire sans preuve. Kellen a examiné le visage de son frère. Silas mentait, mais il y avait peut-être une part de vérité dans la tromperie. Quoi qu'il en soit, cela ne justifiait pas ce qu'ils avaient fait. Même si c'est vrai. Cela n'explique pas qu'ils l'aient gardé enchaîné dans une cave pendant 8 mois. Cela n'explique pas qu'ils aient menti à la police pendant l'enquête. Cela n'explique pas pourquoi sa mère a cru que son fils était mort ou kidnappé par des inconnus. On allait le dire à tout le monde une fois qu'on aurait la garde, dit Marissa. Mais la procédure judiciaire prend du temps, et en attendant, il fallait le protéger. En sécurité? La voix de Kellen s'éleva pour la première fois. Ce garçon a des brûlures de corde au poignet. Sa cheville est à vif à cause de la chaîne. Il est pâle comme un fantôme et terrifié. Ce n'est pas de la sécurité. C'est de la maltraitance. Silas enfouit son visage dans ses mains. On a fait ce qu'on pensait être le mieux. Tu as fait ce qu'elle t'a dit de faire. Le regard de Kellen passa de son frère à Marissa. Les pièces du puzzle commençaient à se former, une image qu'il n'aimait pas. C'était ton idée, n'est-ce pas? Tu as convaincu Silas que kidnapper son propre fils était une sorte de mission de sauvetage. Le masque d'inquiétude de Marissa finit par tomber complètement. Ses yeux verts devinrent froids et calculateurs. Tu ne comprends pas la situation, Kellen. Tu ne sais pas de quoi cette femme était capable. Je sais de quoi tu es capable. Et je sais que mon frère n'est pas assez intelligent pour planifier une chose pareille tout seul. Et protesta faiblement Silas. C'est vrai. Kellen gardait son attention fixée sur Marissa. Silas était peut-être assez crédule pour croire ton histoire, mais pas moi.
Tu voulais quelque chose de tout ça, et ce n'était pas seulement sauver un enfant de sa mère. Marissa se leva lentement, ses gestes devenant prédateurs plutôt que gracieux. Je pense que cette conversation est terminée. Tu devrais peut-être emmener ta fille et retourner à Eugène. Je devrais peut-être plutôt appeler la police et leur dire qu'un garçon vit avec ses tuteurs légaux dans un foyer sûr. Elle fit un geste vers le dossier. Tout ce que nous avons fait est documenté et approuvé par les autorités compétentes. Kellen regarda de nouveau les papiers. S'ils étaient authentiques, la situation était devenue bien plus compliquée. Mais quelque chose dans le désespoir de Marissa de les montrer semblait anormal. Je veux reparler à Liam. Absolument pas, Marissa s'interposa entre Kellen et le couloir. Ce garçon a déjà assez vécu de traumatisme. La dernière chose dont il a besoin, c'est d'être encore plus perturbé par des gens qui ne comprennent pas sa situation. Je suis son oncle. Tu es un étranger pour lui. Il vit ici depuis 8 mois. Nous sommes sa famille maintenant. La possessivité de sa voix donna la chair de poule à Kellen. Elle parlait de Liam comme s'il était une propriété plutôt qu'un être humain. De la cuisine parvint le bruit des chaises qui raclaient le sol, suivi de la voix de Mila qui criait « Papa, je l'entends à nouveau ». Les 3 adultes se figèrent. Puis Marissa se dirigea vers la cuisine d'un pas rapide et sec. « Que as-tu entendu, ma chérie ?» La voix de Marissa exprimait une joie forcée lorsqu'elle entra dans la cuisine avant Kellen. Mila était assise à la petite table, son cahier de coloriage oublié, l'oreille collée au mur. Les pleurs cessèrent, mais maintenant on entendait des coups, comme si on frappait à une porte. Kellen croisa le regard de Marissa de l'autre côté de la pièce. Ces coups étaient probablement ceux de Liam qui essayait de communiquer après avoir entendu des voix au-dessus. Un petit malin qui utilise le seul outil à sa disposition. De vieux tuyaux, dit Marissa rapidement. Ils font toutes sortes de bruits quand la pression de l'eau change. Mais Mila secoua la tête. Ce ne sont pas des tuyaux, c'est une répétition. 3 courts, 3 longs, 3 courts à nouveau. Comme un code. SOS. Liam tapait, SOS. Comment un enfant de 4 ans connaît-il le morse, demanda Marissa, la suspicion s'insinuant dans sa voix. Papa m'a appris, dit fièrement Mila. On joue parfois avec des lampes de poche. Kellen lui avait effectivement appris les bases du morse pendant leur séjour en camping, même s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle s'en souvienne aussi clairement. L'esprit vif de sa fille était à la fois une bénédiction et un danger potentiel dans cette situation. C'est très intelligent, dit Marissa, mais son sourire semblait peint. Mais je pense que ce que vous entendez, c'est juste la maison qui se tasse. Les vieux bâtiments font beaucoup de bruit. Le tapotement résonna, plus clair cette fois. ... Liam répétait le même schéma, s'assurant que quiconque l'écoutait comprendrait. Kella devait éloigner sa fille de cette maison, mais il ne pouvait pas non plus laisser Liam derrière lui. Le garçon était en prison depuis 8 mois, et Dieu seul savait ce que Marissa ferait si elle se sentait coincée. Tu sais quoi, dit Kellen, d'un ton décontracté. Je pense que Mila et moi devrions aller en ville, acheter une glace et vous laisser un peu tranquille. On reviendra dîner. Le soulagement se lisait sur le visage de Marissa. C'est une excellente idée. Il y a un joli petit restaurant sur Main Street. Ils ont ces dimanches que les enfants adorent. Ça a l'air parfait. Kellen souleva Mila de sa chaise. Allez, princesse. Allons explorer Ridgeway. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, Kellen surprit Silas qui le regardait avec inquiétude. Son frère ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, puis la referma. Quelle que soit l'emprise que Marissa avait sur lui, elle était suffisamment forte pour le faire taire, même lorsque sa famille était impliquée. Le trajet jusqu'en ville prit moins de 5 minutes, ce qui laissa à Kellen le temps de réfléchir. Il avait besoin d'informations avant d'agir, et il devait mettre Mesa en sécurité pendant qu'il les rassemblait. Main Street ressemblait à n'importe quel quartier commerçant d'une ville forestière, un mélange de commerce au service de la population locale et d'autres ayant visiblement connu des jours meilleurs. Le glacier dont Marissa avait parlé se trouvait entre une quincaillerie et un salon de beauté. Son auvent rouge vif se fondait harmonieusement parmi les devantures défraîchies. On peut vraiment avoir une glace, demanda Mila tandis que Kellen garait le camion. Absolument. Mais d'abord, papa doit passer quelques coups de fil. Peux-tu patienter quelques minutes? Le magasin était presque vide. Juste une adolescente derrière le comptoir et un homme âgé lisant un journal à une table dans un coin.
Kellen commanda un cornet à la vanille avec des vermicelles pour Mila et l'installa à une table près de la fenêtre pour pouvoir la surveiller. Son premier appel fut à Rebecca, son ex-femme. Malgré leur divorce difficile, elle était restée une bonne mère pour Mila, et il avait confiance en son jugement. Kellen, tout va bien, la voix de Rebecca était immédiatement inquiète. Elle savait qu'il appelait rarement à moins que quelque chose n'allait pas. J'ai besoin que tu viennes chercher maman ce soir. Pouvez-vous conduire jusqu'à Ridgeway? Ridgeway? Je pensais que tu rendais visite à ton frère pour la journée. Les plans ont changé. Il y a une situation ici et j'ai besoin de savoir que Mila est en sécurité. Rebecca resta silencieuse pendant un moment. Quel genre de situation? Kellen jeta un coup d'œil autour du magasin de glace pour s'assurer que personne n'écoutait. Le genre de choses qui pourrait impliquer la police avant que ce soit fini. Je ne peux pas tout expliquer pour le moment, mais j'ai besoin que Mila s'éloigne d'ici. Je pars dans 20 minutes. Où dois-je vous rencontrer? Il y a un glacier sur Main Street. Au vent rouge. Je ne peux pas le manquer. Kellen, fais attention. Quoi qu'il en soit, ne faites rien de stupide. Je ne le ferai pas. Mais même en disant cela, Kellen savait qu'il mentait. Ce qu'il préparait était définitivement stupide. C'était aussi nécessaire. Après avoir mis fin à l'appel, il s'est approché du vieil homme avec un journal. Excusez-moi, ça vous dérange si je vous demande quelque chose? Je suis en visite en ville et j'ai entendu dire qu'il y avait eu des problèmes avec des enfants disparus il y a quelque temps. L'homme leva les yeux, son visage buriné se plissant d'inquiétude. Tu parles du garçon Voss? Chose terrible. Toute la ville s'est mise à sa recherche. L'ont-ils déjà trouvé? Non. La police pense qu'il s'est enfui, mais sa mère ne l'a jamais cru. 12 femmes, celle-là lui a brisé le cœur quand le garçon a disparu. Sa maman est toujours là. Le live est terminé à Millfield, à environ 30 minutes à l'est. Elle a déménagé là-bas après qu'elle ne supportait plus d'être dans la maison où son garçon avait grandi. Je ne peux pas dire que je lui en veux. Kellen a absorbé cette information. Si la mère de Liam était à Millfield, elle était suffisamment proche pour prendre part à la résolution suivante. Est-ce qu'il s'est passé autre chose d'étrange à cette époque? D'autres enfants disparaissent. Une activité inhabituelle? Les yeux du vieil homme se sont aiguisés. Tu écris un livre ou quelque chose comme ça? Juste curieux. J'ai une fille, donc des histoires comme celle-là me restent gravées. C'est drôle que tu en parles, mais il y a eu un autre garçon qui a disparu environ 1 an avant l'enfant Vaux. Situation différente cependant. Celui-là venait d'un foyer brisé. Une vraie famille en difficulté. La plupart des gens pensaient qu'il était mieux là où il se trouvait. Quel était son nom? Salut. Le petit frère de Rowan High. Rowan s'est forgé une réputation par ici. Boire, se battre, certains disent pire. Quand son frère a disparu, personne n'a regardé trop attentivement. Je pensais que l'enfant essayait de s'échapper d'une mauvaise situation. Kellen sentit des morceaux s'assembler dans son esprit. 2 garçons disparus, tous 2 issus de situations familiales compliquées. Et maintenant, il avait trouvé l'un d'eux enchaîné dans une cave tandis que l'autre était porté disparu. Ce Rowan High vit toujours en ville, gère un garage du côté sud, répare principalement des voitures, reste seul ces jours-ci, mais le vieil homme baissa la voix. On dit qu'il passe du temps avec cette femme Voss, celle qui s'est mariée dans la famille après le départ de la première femme. Marissa, une autre pièce du puzzle s'est mise en place. Merci pour l'information. Kellen serra la main de l'homme. J'apprécie votre temps. Alors qu'il retournait à la table de maman, son téléphone sonna avec un SMS de Rebecca. En route. Soyez là dans 1 heure. Il avait 1 heure pour recueillir plus d'informations avant que sa fille ne soit en sécurité. 1 heure pour comprendre exactement ce que Marissa préparait et qui d'autre pourrait être impliqué. L'adolescente derrière le comptoir écoutait leur conversation avec un intérêt mal dissimulé. Lorsque Kellen s'approcha, elle se pencha en avant avec impatience. Vous posez des questions sur les enfants disparus? Peut-être que vous en savez quelque chose. Elle regarda autour d'elle pour s'assurer qu'ils étaient seuls, puis baissa la voix. Mon petit ami travaille au garage où traîne Rowan Hale. Il dit que Rowan se comporte bizarrement ces derniers temps. Parler de gagner beaucoup d'argent, de faire des voyages. Vraiment différent de son cul fauché habituel.
Quand est-ce que cela a commencé? Il y a quelques mois, peut-être. Juste au moment où il a commencé à voir cette femme mariée d'Elm Street. Elm Street était l'endroit où vivait Silas. Les morceaux formaient désormais une image claire, et Kellen n'aimait pas ce qu'il voyait. Rebecca est arrivée exactement à l'heure prévue, sa berline argentée s'arrêtant devant le glacier alors que le soleil de l'après-midi commençait à s'estomper derrière les montagnes. Mila a couru vers sa mère avec les doigts collants et des traces de chocolat autour de la bouche, discutant avec enthousiasme de sa journée et d'une maison étrange avec des sons mystérieux. Elle a entendu quelque chose. Demanda doucement Rebecca alors que Mila montait sur la banquette arrière. Les enfants découvrent des choses qui manquent aux adultes. Kellen a embrassé le front de sa fille à travers la vitre de la voiture. Sois gentil avec maman. Je te verrai demain. Quand rentres-tu à la maison, papa? Bientôt, bébé. Très bientôt. Alors que la voiture de Rebecca disparaissait dans Main Street. Kellen sentit une froideur familière l'envahir. C'était le même détachement qui lui avait bien servi et qui avait enfermé ses émotions de combat. Concentration réduite aux objectifs de la mission. Tout le reste réduit à des obstacles ou des atouts. Sa mission était simple. Rassembler des preuves et mettre Liam en sécurité. Tout le reste était secondaire et il est retourné vers Elm Street, mais s'est garé 3 pâtés de maisons plus loin dans le parking derrière un atelier de réparation automobile fermé. La promenade jusqu'à la maison de Silu le conduisit à travers des rues résidentielles bordées de maisons modestes, dont les fenêtres brillaient de jaune au crépuscule. Le garage mentionné par l'adolescent n'était pas difficile à trouver. Le service de réparation automobile de Haye occupait une station-service reconvertie. Ses baies étaient sombres et vides à 7 heures, mais une camionnette noire était garée sur le terrain de gravier derrière le bâtiment et de la lumière s'échappait de dessous une porte latérale. Kellen fit soigneusement le tour du bâtiment, restant dans l'ombre projetée par les haies envahies par la végétation. À travers une fenêtre sale, il pouvait voir 2 silhouettes. Un homme travaillant sous le capot d'une vieille berline et une femme vêtue d'une robe d'été bleue faisant les 100 pas tout en parlant au téléphone portable. Marissa et l'homme devaient être Rowan Hale. Kellen a sorti son téléphone et a activé l'application d'enregistrement, puis s'est rapproché de la fenêtre. Le verre était suffisamment fin pour que les voix soient claires. Je t'ai dit qu'il était suspect. Disait Marissa, la voix aiguë de frustration. Dès qu'il a descendu les escaliers, j'ai su que nous avions un problème. Alors, que veux-tu que je fasse à ce sujet? La voix de Rowan était rauque, sans instruction. Tuez-le. Ne sois pas stupide. C'est un ancien combattant dont le cas d'une personne disparue est lié à sa famille. Cela attirerait trop d'attention. Et alors? Marissa arrêta de faire les 100 pas et regarda Rowan. Nous remontons la chronologie, effectuons le transfert ce soir au lieu de la semaine prochaine. Ce soir, les acheteurs n'attendent pas de livraison tant qu'ils n'en prendront pas livraison au moment où nous leur demanderons de le faire. Nous ne pouvons pas risquer de garder le garçon ici plus longtemps. Pas avec Kellen qui renifle. Le sang de Kellen se glaça. Il parlait de vendre Liam à quelqu'un. Trafic d'êtres humains, tout comme le vieil homme du glacier l'avait suggéré à propos de la mère de Liam. Et le frère? Demanda Rowan. Silas fera ce que je lui dis de faire. Il est trop faible pour causer des problèmes. Et si l'oncle se présente à la police avec quelle preuve? Une histoire d'entendre des voix dans un sous-sol. Le temps que quelqu'un le prenne au sérieux, le garçon aura disparu depuis longtemps. Rowan s'essuya les mains avec un chiffon gras. Je pense toujours que cela devient trop compliqué. Peut-être devrions-nous simplement réduire nos pertes. Absolument pas. La voix de Marissa devint venimeuse. Savez-vous de combien d'argent nous parlons? De quoi disparaître à jamais? Recommencer à zéro ailleurs. Et ton mari? Et lui? Silu a atteint son objectif. Une fois que ce sera fini, je n'aurai plus besoin de lui. Kellen se sentait malade. Son frère avait été joué dès le début, manipulé pour aider à l'enlèvement de son propre fils. Et maintenant, Marissa envisageait de l'abandonner une fois qu'elle aurait ce qu'elle voulait. La nouvelle famille paie un supplément pour les marchandises fraîches. Demanda Rowan avec un rire qui donna envie à Kellen de briser la fenêtre et de le tuer à main nue. 50 000 espèces. Il demandait spécifiquement un garçon entre 12 et 14 ans, en bonne santé, sans problème de comportement. Le ton de Marissa était pragmatique, comme si elle discutait de la vente de bétail. Notre acheteur a des goûts très particuliers. Kellen comprenait maintenant.
Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de fournir des enfants aux prédateurs. Liam n'était pas vendu à une famille. Il était livré à quelqu'un qui l'avait blessé d'une manière à laquelle il ne fallait pas penser. « À quelle heure ce soir ?» demanda Rowan. « Minuit. Cela nous laisse le temps d'endormir le garçon et de le transporter sans que personne ne s'en aperçoive. Vous le conduirez au point de rendez-vous pendant que je m'occupe de Silas. » Comment le gérer? Marissa a souri et Kellen n'avait jamais rien vu d'aussi froid. Solution permanente. Faire croire qu'il ne pouvait pas vivre avec la culpabilité de la disparition de son fils. Suicide. Note avouant tout. Vous allez le tuer. Je vais nettoyer les détails. C'est ce que font les professionnels. Kellen avait entendu dire il s'est éloigné de la fenêtre, son esprit passant en revue les options tactiques. Minuit lui a donné environ 6 heures pour agir. Il pouvait appeler la police maintenant, mais sans preuve concrète, ce serait sa parole contre la leur. Et même si la police le croyait, Marissa pourrait tuer Silu et disparaître avant de pouvoir réagir de manière appropriée. Cela nécessitait une approche plus directe. Qui a à peine levé les yeux quand Kellen a acheté un téléphone portable prépayé, un petit enregistreur numérique, du ruban adhésif, des attaches et une boîte de barres énergétiques. L'enregistreur était activé par la voix et suffisamment petit pour se cacher facilement. S'il pouvait s'approcher suffisamment pour enregistrer davantage de leur conversation, il disposerait de preuves qu'aucun tribunal ne pourrait ignorer. Au moment où il retourna dans les environs de la maison de Silu, l'obscurité totale était tombée. Les rues résidentielles étaient calmes. La plupart des familles se sont installées pour la nuit. Il s'est garé cette fois à un endroit différent, derrière une église à 2 pâtés de maison, et s'est approché de la maison à pied. Les lumières étaient allumées dans le salon et la cuisine, mais les rideaux étaient tirés. Kellen a fait le tour de l'arrière-cour en utilisant la couverture de l'aménagement paysager de Marissa pour se rapprocher de la maison. Les escaliers du pont craquèrent légèrement sous son poids, mais le son était masqué par une télévision diffusée à l'intérieur. Par la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir Silas assis à table, la tête dans les mains. Son frère ressemblait à un homme qui avait perdu espoir, vaincu par des circonstances qu'il ne pouvait contrôler. Marissa n'était nulle part en vue, mais Kellen pouvait entendre sa voix venir du plus profond de la maison. Elle était de nouveau au téléphone, organisant les activités de la nuit. Il a activé le petit enregistreur et l'a enregistré sous la balustrade du pont, positionné de manière à ce qu'il capte les conversations de la cuisine. Puis il s'installa pour attendre. Caché dans l'ombre à côté des escaliers du pont à 11h30, la camionnette noire de Rowan s'est garée dans l'allée. Kellen regarda par la fenêtre pendant que Marissa le conduisait par la porte d'entrée. Ils parlèrent à voix basse pendant plusieurs minutes, puis se dirigèrent tous deux vers le couloir qui menait au sous-sol. C'était ça. Ils allaient emmener Liam maintenant. Kellen se rapprocha de la maison, se plaçant là où il pouvait voir à travers la fenêtre du salon. Le tapis persan avait été écarté et la trappe restait ouverte. Marissa descendit la première, suivie de Rowan portant ce qui ressemblait à un petit sac médical contenant des sédatifs. Ils allaient droguer Liam pour faciliter le transport. 5 minutes plus tard, ils émergèrent en portant Liam entre eux. Le garçon était conscient mais somnole, ses mouvements lents. Ils avaient lui en a donné juste assez pour le rendre docile sans le rendre inconscient. Alors qu'ils le portaient vers la porte d'entrée. Les yeux de Liam trouvèrent la fenêtre où Kellen était accroupie. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent. La bouche du garçon s'ouvrit comme pour crier, mais aucun son n'en sortit. Kellen posa son doigt sur ses lèvres, espérant que Liam comprendrait. Restez silencieux. L'aide arrive. Ils ont chargé Liam sur la banquette arrière du camion de Rowan. Marissa grimpa à côté de lui pendant que Rowan prenait le volant. Alors qu'un camion reculait hors de l'allée, Kellen se dirigeait déjà vers son propre véhicule. La chasse était ouverte. Kellen suivit le pick-up noir à distance. Utilisez les techniques apprises lors de missions de reconnaissance à l'étranger. Gardez la cible en vue, mais gardez suffisamment d'espace pour éviter d'être détecté. Utilisez un autre trafic comme couverture lorsque cela est possible. Ne suivez jamais directement derrière vous pendant plus de quelques secondes. Le camion s'est dirigé vers l'est en quittant Ridgeway, empruntant des routes rurales qui serpentaient à travers une forêt dense. Parfait pour une réunion clandestine isolée de multiples issues de secours et loin de tout témoin potentiel. Après 20 minutes de route, le pick-up s'est transformé en ce qui ressemblait à un chemin forestier abandonné.
Kellen a continué après la sortie, puis s'est arrêté et a coupé son moteur. Il devrait le suivre à pied d'ici. La forêt était épaisse de fourrures de douglas et de pruches, leurs branches bloquant la majeure partie du clair de lune. Kellen se déplaçait prudemment dans les sous-bois, reconnaissant de l'entraînement militaire qui lui avait appris à se déplacer silencieusement en terrain hostile. Il pouvait entendre le moteur de la camionnette tourner au ralenti quelque part devant lui, et progressivement la forêt s'est ouverte sur une zone défrichée où des opérations d'exploitation forestière avaient eu lieu des années plus tôt. Le camion était garé à côté d'un groupe d'anciens bâtiments de stockage. Leurs parements métalliques et rouillés et des trous sont visibles dans la pointe de la toiture. Deux autres véhicules étaient déjà là, une camionnette blanche aux vitres teintées et une berline de luxe qui ne semblait pas à sa place dans le décor rural. Trois hommes se tenaient près de la camionnette, leur voix retentissant dans toute la clairière. Kellen se rapprocha, utilisant le couvert de souches et de débris pour se mettre à portée d'audition. Il a activé l'application d'enregistrement de son téléphone, sachant que les preuves audio seraient cruciales plus tard. Exactement comme commandé. L'un des hommes disait qu'il portait un costume coûteux malgré l'éloignement et sa voix avait un accent que Kellen ne parvenait pas à situer. En bonne santé, au bon âge, sans liens familiaux qui pourraient poser des problèmes. Aucun lien familial. Le rire de Marissa était vif. Le père du garçon ne sera plus un problème très longtemps. Et sa mère est une toxicomane sans ressources. Kellen sentit la rage monter dans sa poitrine. La mère de Liam n'était pas toxicomane. Il l'avait rencontrée plusieurs fois au fil des ans et c'était une mère célibataire travailleuse qui adorait son fils. Un autre mensonge du manuel de jeu de Marissa. Bien, répondit l'homme en costume. Notre client apprécie la fiabilité. Il a eu des expériences décevantes avec des fournisseurs précédents qui n'avaient pas vérifié correctement leurs marchandises. La façon dont il parlait de Liam a retourné l'estomac de Kellen. Un être humain réduit à une marchandise. Un enfant traité comme une marchandise à acheter et à vendre. Le paiement a été accepté. Demanda Marissa. L'homme fit un signe de tête en direction de la camionnette. 50 000 en espèces. Facture non marquée. Numéro non séquentiel. Très propre. Rowan sortit du pick-up, portant à moitié Liam vers la camionnette. Le garçon était plus alerte maintenant, le sédatif s'était dissipé, mais ses mouvements étaient toujours instables. Lorsqu'il aperçut les étrangers, il commença à se débattre. « Je veux rentrer à la maison, » dit Liam, la voix brouillée mais déterminée. « Je veux ma mère. » Faites-le taire. L'homme en costume ordonna à l'un de ses compagnons de sortir un tissu de sa poche et de se diriger vers Liam. Kellen a reconnu la configuration. Ils allaient le droguer à nouveau, probablement avec quelque chose de plus fort. C'était suffisant. Kellen surgit de sa couverture, se déplaçant avec la vitesse et la précision qu'il avait maintenue en vie au cours de 3 missions de combat. Le premier homme est tombé avec un coup de couteau dans la gorge, inconscient avant de toucher le sol. Le second attrapa une arme à feu, mais se retrouva face au canon du pistolet de Kellen. « Main là où je peux les voir », ordonna Kellen, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait donné des ordres sous le feu. L'homme en costume leva lentement les mains, le visage pâle au clair de lune. Il s'agit d'une transaction commerciale privée. Vous n'avez aucune autorité ici. C'est mon neveu que vous achetez. Cela me donne toute l'autorité dont j'ai besoin. Marissa s'était figée à côté du van. Son visage était un masque de choc et de fureur. Kellen, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Vous avez kidnappé un enfant et projetiez de le vendre à des prédateurs. Je comprends que vous avez manipulé mon frère pour qu'il vous aide. Je comprends que vous aviez prévu de tuer Silas pour couvrir vos traces. Rowan avait relâché Liam et reculait vers la forêt, avec clairement l'intention de s'enfuir. Kellen changea de visée. Ne le faites pas. Le mot était suffisamment menaçant pour arrêter Rowan dans son élan. Oncle Kellen. La voix de Liam était petite et effrayée, mais pleine d'espoir. Je suis là, mon pote. Vous êtes en sécurité maintenant. Mais même en disant cela, Kellen savait que la situation était loin d'être terminée. Il avait une arme contre 3 hommes, plus Marissa. Même avec l'élément de surprise, les chances n'étaient pas en sa faveur pour une confrontation prolongée. Tout le monde au sol, la main derrière la tête. L'homme en costume obéit à contre-cœur, suivi de son compagnon conscient. Rowan hésita, puis tomba à genoux lorsque le regard de Kellen revint vers lui. « Marissa, mets-toi à terre. »
Allez en enfer. Dernière chance. Elle a dû voir quelque chose dans ses yeux car elle finit par tomber à genoux à côté des autres. Kellen a sorti son téléphone portable et a composé le 911, gardant son arme pointée sur le groupe. C'est Kellen Voss. J'ai besoin de policiers et d'ambulanciers paramédicaux sur l'ancien site forestier du chemin forestier 237, à environ 20 mètres à l'est de Ridgeway. J'ai plusieurs suspects en détention pour trafic d'enfants et j'ai besoin d'un renfort immédiat. Monsieur, pouvez-vous répéter l'opération de trafic d'enfants? Les suspects armés envoient tout ce que vous avez? Il a mis fin à l'appel et a regardé Liam qui se balançait sur ses pieds mais essayait de rester debout. Liam, viens ici. Reste derrière moi. Le garçon trébucha et Kellen pouvait le sentir trembler. Tout ce qu'il lui avait donné s'estompait, mais il était toujours désorienté et effrayé. Dans combien de temps la police arrive-t-elle? Demanda l'homme en costume. Assez longtemps pour que je puisse décider quoi faire de toi. Nous n'avons enfreint aucune loi. Il s'agissait d'une procédure d'adoption légitime. Kellen a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Les adoptions légitimes ne se font pas en pleine nuit dans des bâtiments. Abandonnés. Il ne s'agit pas de donner des sédatifs aux enfants ni de payer en espèces aux ravisseurs. Vous ne pouvez pas prouver. J'ai enregistré votre conversation depuis 1 heure. Le visage de l'homme est devenu blanc. Il a compris que sa façade soigneusement construite s'était complètement effondrée. Les sirènes ont commencé à hurler au loin, se rapprochant progressivement. Kellen sentit une partie de la tension quitter ses épaules. Les renforts arrivaient et bientôt ce cauchemar serait terminé. Mais d'abord, il avait un appel de plus à passer. Liam, tu te souviens du numéro de téléphone de ta mère? Le garçon hocha la tête et récita les chiffres. Kellen composa, mettant the phone on speaker so Liam could hear. Hello. The voice that answered was female, tired, and instantly familiar. Mom. Liam's voice broke on the word. Silence on the other end, then a sound that might have been sobbing. Liam. Baby, is that really you? Where are you? Are you hurt? I'm okay, Mom. Uncle Kellen found me. I'm safe now. Oh, God. Oh, thank God. He never stopped looking, baby. He never stopped believing you were vivant. Kellen a retiré le téléphone du haut-parleur. Voici Kellen Voss, le frère de Silu. Je suis avec Liam en ce moment. La police est en route et il aura besoin de soins médicaux, mais il est vivant et en sécurité. Où était-il? Que lui est-il arrivé? C'est une longue histoire. Pour l'instant, j'ai besoin que vous nous rejoigniez au poste de police de Ridgeway. Pouvez-vous faire ça? Je vais partir tout de suite. Kellen, je ne peux pas. Merci. Merci d'avoir ramené mon bébé à la maison. Les sirènes se rapprochent maintenant et Kellen pouvait voir des lumières clignotantes à travers les arbres. Bientôt, cette clairière serait remplie de policiers, d'ambulanciers et de techniciens en scène de crime. Des preuves seraient recueillies, des déclarations seraient recueillies et l'appareil judiciaire commencerait à avancer vers la justice. Mais ce n'était que la moitié de ce que Kellen avait prévu. Alors que la première voiture de police arrivait dans la clairière, Kellen pensait déjà à Silu. Son frère était toujours à la maison, ignorant que le plan de sa femme s'était effondré. Marissa avait eu l'intention de le tuer ce soir pour régler les problèmes et éliminer les témoins potentiels. Cela n'arriverait pas. Mais la relation de Kellen avec Silas était une toute autre affaire. Certaines trahisons ne pourraient jamais être pardonnées. Le lendemain matin arriva gris et froid avec du brouillard qui parcourait les vallées comme la fumée d'un feu lointain. Kellen se tenait devant le commissariat de police de Ridgeway et regardait ses voitures s'arrêter sur le parking. Il avait passé la nuit à faire des déclarations, à examiner les preuves et à se coordonner avec plusieurs organismes chargés de l'application des lois. Le réseau de trafic était plus important que quiconque ne l'avait initialement imaginé. L'homme au procès coûteux était en réalité un avocat spécialisé dans la facilitation des adoptions illégales pour des clients fortunés aux préférences inquiétantes. Son réseau s'étendait sur 3 États et des dizaines de cas d'enfants disparus étaient rouverts alors que les enquêteurs reconstituaient la portée de l'opération. Marissa s'était brisée après 6 heures d'interrogatoire, fournissant des noms, des lieux et des numéros de compte bancaire en échange d'un accord de plaidoyer. Rowan avait attendu encore moins de temps avant d'admettre son rôle dans le recrutement d'enfants vulnérables issus de foyers brisés.
Mais rien de tout cela n'avait autant d'importance pour Kellen que ce qui allait se passer. Une mini-fourgonnette argentée s'est arrêtée sur le trottoir. Et la mère de Liam émergea du côté passager. Jennifer Voss avait l'air plus âgée que ce dont Kellen se souvenait. Ses cheveux blonds montrant des racines grises et son visage marqué par des rides causées par des mois d'inquiétude et de nuits blanches. Mais ses yeux brillaient de larmes de joie alors qu'elle courait vers l'entrée du commissariat. Derrière elle se trouvaient deux femmes en tenue professionnelle d'assistantes sociales des services de protection de l'enfance, sur la base de leur badge d'identification et de leur presse-papier rempli de paperasse. Le dernier participant de la matinée est arrivé dans une berline banalisée. La détective Sarah Morrison en sortit, l'expression sombre alors qu'elle examinait un dossier rempli de preuves. Elle avait été l'une des principales enquêteuses sur la disparition de Liam, et découvrir que le garçon avait été caché dans le sous-sol de son propre père pendant 8 mois l'avait mise en colère et déterminée à ce que justice soit faite. Tout le monde est prêt, a demandé le détective Morrison alors que le groupe se rassemblait sur le parking. Kellen hocha la tête. Il s'attend à ce que je revienne seul ce matin. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir que la sauvegarde soit visible dès le début? Je veux qu'il voie les conséquences de ses choix. Vraiment les voir. Ils se sont rendus en voiture M Street dans un convoi Kellen dans son camion, suivi de la berline détective et de la mini-fourgonnette CPS. La matinée était calme. La majeure partie de Ridgeway dort encore de l'excitation de la nuit précédente. La maison de Silu semblait paisible aux premières lueurs du jour, ses fenêtres reflétant le soleil pâle émergeant à travers le brouillard. Aucun signe des horreurs qui s'étaient déroulées dans son sous-sol. Rien n'indique qu'un enfant ait été retenu prisonnier sous son extérieur parfaitement entretenu. Kellen se gara dans l'allée et se dirigea seul vers la porte d'entrée comme prévu. Les autres sont restés dans leur véhicule, attendant son signal. Silas répondit au premier coup, portant toujours les vêtements de la veille et ayant l'air de ne pas avoir dormi. Son visage était pâle et tiré, et sa main tremblait alors qu'il agrippait le cadre de la porte. Kellen, Dieu merci, tu es de retour. Marissa n'est jamais rentrée hier soir et elle ne répond pas au téléphone. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Quelque chose lui est arrivé. Elle est en prison. Les mots frappèrent Silu comme un coup physique. Il trébucha en arrière, sa bouche ouverture et fermeture sans bruit. Que veux-tu dire? La prison pourquoi? Traite d'enfants? Complot en vue de commettre un meurtre? Un enlèvement? Dois-je continuer? Silas secoua frénétiquement la tête. Non, c'est impossible. Marissa essayait d'aider Liam. Elle l'a sauvé de sa mère. Elle l'a kidnappé pour le vendre à des pédophiles. Kellen entra dans la maison, forçant Silu à reculer davantage. Et elle avait prévu de te tuer ce soir pour couvrir ses traces. Tu mens. Kellen a sorti son téléphone et a diffusé une partie de l'enregistrement depuis le bâtiment de stockage. La voix de Marissa remplit la pièce, froide et pragmatique alors qu'elle discutait du paiement de $50 000 pour des marchandises fraîches. Silas s'effondra sur une chaise, son visage couleur de cendre. Oh mon Dieu! Oh Jésus! Que ai-je fait? Vous avez aidé à kidnapper votre propre fils. Vous l'avez laissé enchaîné dans une cave pendant 8 mois pendant que sa mère le pleurait. Vous avez menti à la police pendant son enquête. Je pensais qu'elle avait dit que sa mère allait lui faire du mal. La voix de Kellen était plate et impitoyable. Vous saviez que c'était mal. Chaque fois que vous franchissiez cette trappe, chaque fois que vous l'entendiez pleurer là-bas, vous saviez que c'était mal. Mais tu as accepté parce que tu étais trop faible pour lui tenir tête. Silas enfouit son visage dans ses mains. J'avais peur. Elle a dit que si je ne l'aidais pas, elle me quitterait et prendrait tout. La maison, l'argent, tout ça. Alors, vous avez choisi votre confort plutôt que la sécurité de votre fils? Non, j'allais arranger les choses. J'allais trouver un moyen de le ramener auprès de sa mère sans que personne n'ait des ennuis. Quand après encore 8 mois. Au bout d'un an, Silas n'avait aucune réponse à cette question. Kellen se dirigea vers la fenêtre et fit signe au véhicule qui attendait. Les portières des voitures ont claqué lorsque le détective Morrison, les employés du CPS et Jennifer Voss se sont approchés de la maison. Que se passe-t-il? Demanda Silu, la panique s'insinuant dans sa voix. Les conséquences de vos choix. La porte d'entrée s'ouvrit sans heurter et Jennifer Voss entra dans la pièce. Oh à sa vue, Silas sembla se replier sur lui-même. Bonjour, Silas. Sa voix était ferme, mais des larmes coulaient sur ses joues. Je comprends que vous avez pris soin de mon fils.
Jennifer, je peux t'expliquer. 8 mois. Elle l'interrompit, son sang-froid se brisant. Pendant 8 mois, j'ai cru qu'il était mort. Pendant 8 mois, j'ai pleuré pour m'endormir tous les soirs. Pendant 8 mois, je me suis reproché de ne pas mieux le protéger. Nous essayions de le protéger. Sa mère allait, j'étais sa mère. Les mots explosèrent de la part de Jennifer avec une force qui fit tressaillir Silas. Je suis sa mère et tu me l'as volée. Le détective Morrison s'est avancé en tirant les menottes de sa ceinture. Siluvos. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un enlèvement, une mise en danger d'enfant et une entrave à la justice. Alors que le détective lui lisait ses droits, Silas regarda Kellen désespérément. S'il vous plaît, vous devez comprendre. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Je pensais que je faisais la bonne chose. Kellen regarda longuement son frère moment, mémorisant son visage. Liam est vivant parce que je l'ai trouvé. Pas parce que tu as acquis une conscience. Pas parce que vous vous êtes manifesté. Il est vivant parce qu'une petite fille de 4 ans l'a entendu pleurer et a eu le courage de prendre la parole. Kellen, s'il te plaît. Tu es mon frère. Non. La voix de Kellen était glaciale. Mon frère aurait protégé son fils. Mon frère aurait appelé la police au moment où quelqu'un lui aurait proposé d'enchaîner un enfant dans une cave. Mon frère aurait choisi sa famille plutôt qu'une femme manipulatrice. Silas pleurait maintenant. Des sanglots qui secouaient tout son corps. Ne fais pas ça. Ne m'interromps pas. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ma famille. Vous aviez votre famille. Vous avez choisi de les trahir. Alors que le détective Morrison conduisait Silas menotté vers la porte, il lança un dernier appel désespéré. Que suis-je censé faire? Où suis-je censé aller quand tout sera fini? Kellen regarda son frère être chargé à l'arrière d'une voiture de police, ne ressentant qu'une froide satisfaction. Ce n'est plus mon problème. 3 semaines plus tard, Kellen était assis dans le bureau de son avocat à Eugène, examinant les documents qui finaliseraient la vente de la maison de Silu. Son frère avait signé une procuration depuis la prison, prêt à tout pour couvrir les frais juridiques et les dédommagements. La maison serait vendue. Les bénéfices sont répartis entre le fonds de thérapie de Liam et l'indemnisation des victimes. L'acheteur offre le plein prix demandé. L'avocat a dit qu'il faudrait agir rapidement une fois que nous aurons résolu les problèmes de titre. Kellen hocha la tête. Il ne se souciait pas de l'argent. Il tenait à ce qu'il ne reste rien à l'endroit où son neveu avait souffert. Son téléphone sonna avec un SMS de Jennifer. La première séance de thérapie de Liam s'est bien déroulée. Il demande s'il peut venir dîner dimanche. Kellen a répondu, je serai là. Liam guérissait lentement mais sûrement. Les effets physiques de son emprisonnement s'étaient estompés. En quelques jours, une bonne alimentation et la lumière du soleil avaient redonné de la couleur à ses joues pâles. La guérison psychologique prendrait plus de temps, mais il était entouré de gens qu'il aimait et cela faisait toute la différence. Les procédures judiciaires avançaient avec une efficacité impitoyable. Marissa passerait les 25 prochains ans dans une prison fédérale, en supposant qu'elle ait survécu aussi longtemps. Les trafiquants d'enfants n'étaient pas populaires parmi la population en général. L'avocat et ses associés ont été condamnés à des peines similaires, leur réseau démantelé et leur liste de clients faisant l'objet d'une enquête fédérale. Rowan avait été condamné à 15 ans de prison en échange de sa coopération, même si Kellen doutait qu'il purgerait la totalité de sa peine. Les hommes comme Rowan avaient une façon de trouver des ennuis en prison et la justice prenait de nombreuses formes, comme pour Silas. Il avait plaidé coupable à toutes les accusations et risqué une peine de 8 à 12 ans. Son avocat avait plaidé en faveur de la clémence sur la base de sa coopération et avait affirmé une manipulation émotionnelle de la part de Marissa, mais le juge était resté insensible. Un père qui laisse son propre enfant être emprisonné et vendu ne mérite aucune pitié. Le téléphone de Dell a sonné alors qu'il quittait le bureau de l'avocat. L'identification de l'appelant indiquait un numéro qu'il ne reconnaissait pas Kellen Voss, ici le directeur adjoint Collins de la prison de Columbia River. Ton frère Silas m'a demandé de t'appeler. Il est transféré à l'unité médicale et il a demandé à vous parler. Est-il malade? Il a été agressé par d'autres détenus la nuit dernière. Rien ne met sa vie en danger, mais il est plutôt amoché. Il dit qu'il a quelque chose d'important à vous dire. Kellen envisagea de raccrocher. Il avait dit à Silas tout ce qu'il fallait dire, mais la curiosité l'avait emporté sur l'indifférence. J'y serai cet après-midi.
Le trajet jusqu'à la prison a duré 2 heures, laissant à Kellen le temps de réfléchir à ce qu'il pourrait dire à son frère. Il ne s'était pas parlé depuis le jour de son arrestation, et Kellen n'éprouvait aucune envie de lui offrir réconfort ou pardon. Silas paraissait plus petit dans sa